Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui s'est passé cette semaine, malgré les difficultés qu'on rencontre, et pour nous réchauffer le cœur, nous avons droit à ça. Welcome to the first ever White House Digital Assets Summit. Last year I promised to make America the Bitcoin superpower of the world, and we're taking historic action to deliver on that promise. Your administration is moving at tech speed. We are going to keep the U.S. the dominant reserve currency in the world, and we will use stable coins to do that. Alors, je vais passer le reste, ça dure quand même 53 secondes. Ça peut ne pas paraître long par rapport à la musique vraiment dramatique et d'action qui dénote totalement par rapport à ce qui s'est passé, parce que il s'est pas passé grand chose. Globalement, on nous a dit, Trump nous a dit qu'il ne vendrait jamais les bitcoins, ils allaient holder comme tous les holders de base. A priori, ça a toujours marché comme ça, pourquoi ça continuerait pas de ce style-là? Et je trouve que cette petite image résume bien ce qui s'est passé concrètement. Alors, il n'y a pas eu que ça, mais la réalité, c'est qu'on a une divergence réelle entre ce qu'on nous montre, là, ce genre de film d'action américain, je veux dire, si on cache les images, on a l'impression que là, il y a des explosions partout, qu'il y a un mec qui est en train de sauver quelqu'un, bref, il ne s'est pas passé ça du tout. Donc on a vraiment une dichotomie entre les deux, on a un paradoxe qui est en train de se faire entre le ressenti que l'on a, l'attente que l'on avait pour ça, bien que on n'avait pas forcément beaucoup d'attentes non plus, mais même n'ayant pas beaucoup d'attentes, on se débrouille quand même pour être déçu. Parce que, globalement, la fin de la phrase, c'est quand même... Bon, a priori ça a marché jusque-là, donc pourquoi ne pas le faire? Bon, c'est pas forcément non plus excessivement positif, donc forcément, rien à attendre de ce côté-là. Et là on peut se poser quand même pas mal de questions, et ça va être le sujet de cette vidéo-là, ça va être concrètement... Qu'est-ce qui s'est dit? Quel est l'impact qu'il y a eu sur les cryptos? Est-ce que c'est positif, négatif? Et ensuite, on va attaquer surtout le plus important, la macroéconomie, ce qui s'est passé, et l'impact que l'on pourra avoir dans les semaines à venir. Alors, concrètement, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose de concret qui a eu lieu, quelque chose de neuf? Non, il y a des bonnes choses, oui, mais qu'on connaissait déjà. Donc du coup, ce qui s'est passé au niveau de BTC... Bon, bah rien, voilà, on va revenir dessus un peu après, mais pour résumer, il s'est strictement rien passé au niveau de BTC, une petite purge un petit peu, mais somme toute, pas grand chose, pas de grosse annonce, juste un effet de manche que l'on pourrait avoir, avec la volonté de se dire que on communique pour communiquer, parce qu'on nous a dit qu'il fallait communiquer, donc on communique en disant « Ouais, on fait des choses », enfin, on va faire des choses, mais on annonce des choses que l'on savait déjà, donc il se passe strictement rien, parce que c'est juste une annonce en grande pompe. Pour dire qu'on fait une annonce en grande pompe, on dirait que c'est plutôt une promesse qui avait été faite en disant « Voilà, j'ai fait ma promesse, bon bah démerdez-vous avec ce que je vous dis, et ce que je vous donne ». C'est un peu le sentiment qu'on a, et je pense que c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité de ce côté. Même si on a des bonnes annonces, où on va avoir la réglementation qui va faciliter l'accessibilité des banques sur BTC et les autres cryptos, mais est-ce que c'est si nouveau que ça? Non, on le savait déjà, à partir du moment où on a fait sauter le SAB 121, je rappelle pas ce que c'est, enfin si, vite fait, allez, pour ceux qui ont loupé des cours, ou qui ont loupé des vidéos, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, d'ailleurs merci, n'oubliez pas, petit like, et on s'abonne. Alors, le SAB 121, c'est le fait de pouvoir faciliter la gestion des cryptoactifs dans la partie comptable des banques, et ça facilite tout, en fait, voilà, point, ça suffisait, il n'y a pas besoin d'autre chose. Alors là, il y a des clarifications qui sont effectuées, bref, on a des actions qui sont mises en place pour dire que les banques US sont en train d'arriver sur le marché, et la finance traditionnelle américaine est en train d'arriver dans la crypto. Alors, le problème, c'est que on parle d'un mammouth, d'accord, qui se déplace tout doucement, tranquillement, il y a une inertie qui est assez dure, donc je pense que le marché va devoir gérer avec cette inertie-là, qui va prendre 3 plombes, pour se mettre en place, ça c'est une certitude dessus. L'autre chose, c'est que, en effet, il y a une volonté que les stablecoins soient émises par des banques, d'accord? Ça c'est certain, les banques vont rentrer sur le domaine du stablecoin, Tether et Circle vont rester toujours les dominants, mais ça empêche qu'on va avoir différentes banques qui vont faciliter cet accès-là, et prendre forcément une partie du gâteau. Je rappelle que l'émission de stablecoin, c'est certainement le métier le plus rentable qui existe quand on regarde les chiffres qu'a Tether, c'est simple, ils impriment entre 5 et 6, 7, 8 milliards de dollars continuellement de revenus, tout simplement parce que c'est les leaders et qu'ils ont aucun risque, enfin très très peu de risque en tout cas, de ce côté-là, et ils impriment tout simplement de l'argent en émettant un token qui représente l'argent qui est placé. Bref, tout
Tout ça pour dire que les banques veulent une part de ce gâteau, ils ont réussi à avoir le SAB 121, donc là ils vont rentrer. Le problème c'est que ça met toujours longtemps avec le système américain et même de base le domaine bancaire qui n'est pas fait pour justement aller si vite, donc on a un ralentissement, et je pense que c'est aussi beaucoup d'effets d'annonce pour dire on fait des choses, mais ça va prendre du temps parce que il faut que nos acteurs à nous soient prêts pour pouvoir le faire. Voilà, c'est globalement ce que je suis en train de voir moi de mon côté. Alors du coup, on va avoir une législation sur les stablecoins, on parle de la législation stablecoin avant la législation crypto, très intéressant, toujours pour moi ça renforce cette visibilité-là et cette vision que j'en ai, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Est-ce qu'on savait tout ça? Oui. Est-ce que le marché a réagi en cohérence? Oui, parce qu'on savait déjà ça, et on attendait en fait pas grand-chose de ce sommet qu'il y a pu avoir. Alors, au niveau de Jérôme Powell et de la macroéconomie, parce que c'est quand même le point le plus important, parce qu'on avait un gros discours de Jérôme Powell, pas mal d'analyses. Bon, pour faire simple, pour lui, il considère que l'économie américaine se porte plutôt bien, le chômage, même s'il a augmenté, se porte toujours très bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je pense que tant qu'on casse pas les 4-2, le marché ne surréagira pas, quoique vous allez voir qu'il a quand même réagi assez violemment, mais il nous dit que bon, pour lui, il n'y a aucune raison de baisser les taux, parce qu'il risque d'avoir de l'inflation à cause des taxes douanières et de l'incertitude que l'on peut avoir avec l'administration Trump. Bref, vous savez de quoi je parle, les taxes douanières qui sont en train de flamber à droite, à gauche, avec la dernière nouvelle, qui n'est pas liée à Trump, mais la Chine décide d'augmenter les taxes douanières sur le Canada. Bon, allons savoir pourquoi. Bon, pour ceux qui se doutent un petit peu, c'est certainement un moyen de mettre la pression sur le Canada, qui est sous pression actuellement par rapport aux US actuellement, pour augmenter et faciliter la négociation. Bref, tout ça pour dire que on a clairement une montée en tension au niveau de l'économie, principalement due aux différentes taxes douanières qui obligent le marché à se réajuster. Et c'est ce que l'on voit ici. Alors, réaction au chômage, réaction à Jérôme Powell, on est allé liquider toute cette partie-là, mais l'avantage, c'est quand on regarde en weekly sur le marché clôturé, on a clôturé au-dessus des 20 000 points, on est allé liquider toutes ces parties-là, là, toutes ces liquidités qui étaient ici, et globalement on a clôturé au-dessus. Tant qu'on tient les 20 000 points, j'arrête pas de vous le répéter, c'est plutôt positif. Surtout quand on regarde la typologie, on a eu 3 semaines de baisse, avec des baisses qui sont quand même assez agressive, hein. On va regarder la clôture, c'est un peu moins de 10%, mais quand on regarde le mouvement, on est à 11,50, un petit peu moins de 11,50, c'est énorme sur le marché traditionnel, hein. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de mouvements. Quand on regarde le mouvement qu'on a eu sur, justement, cette période de juillet 2024, ici, on a eu 3 semaines ici, 11%, et qu'est-ce qu'on a eu ici? Grosse purge, avec la mèche du 5 août, 17% dessus. Alors, est-ce que on serait pas dans 1, 2, 3, purge, réaccélération? Alors ça, c'est la grande question qu'il va falloir se poser, donc ça sous-entendrait que là, on aurait une grosse purge qui nous attend pour aller chercher ici des liquidités de tout ce qui reste là, voire même peut-être les liquidités en dessous des 18 250, d'accord, en dessous de cette zone-là, avec une accélération très forte et un ravalement. Ça nous mènerait à 16% un petit peu, hein, on va regarder tout de suite, du top jusque le niveau des 16%, ah ouais, c'est en milieu, et ça veut dire qu'on irait à 18%, pourquoi pas, en même temps sur une mèche pour liquider toutes ces parties-là, pour ensuite ravaler, reclôturer au-dessus, et repartir comme on a pu le voir ici. Ça veut dire quoi pour nous? Sur le BTC, ça veut dire qu'on va avoir aussi une purge, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Avant, on va aller faire un petit tour sur le S&P 500, où on voit que c'est quand même un petit peu plus sexy, et qui nous donne peut-être un petit peu plus d'espoir sur la probabilité d'avoir encore une purge la semaine prochaine. C'est quoi? C'est le fait qu'on est allé récupérer l'équité de ça, qu'on a reclôturé au-dessus des 5700 points, on a maintenu les niveaux clés, on a retesté le top ici. Bon, là c'est plutôt propre, donc ça sous-entendrait qu'on pourrait, sur le S&P 500, pas forcément avoir une grosse purge, parce que le niveau clé ici serait des 5400, je vais quand même les noter, mais vous allez vite voir que ça ferait quand même relativement mal, mais pourquoi pas, encore une fois, il faut bien prendre en considération que la vitesse à laquelle on va actuellement sur l'accélération des droits de douane et tout ce qui suit, bon bah forcément ça fait très mal au marché, et il va falloir être prêt à se manger potentiellement une prise de liquidité avec derrière une mèche, puis après on repart, et avoir un marché qui repart. Alors moins 15% sur le marché traditionnel, ça veut dire qu'on a un marché traditionnel sous pression, et c'est un petit peu ce qu'on avait vécu d'ailleurs
pour rappel, sur l'été 2024, hein, avec une purge aussi très très importante sur BTC, mais pas que, sur les altcoins. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Il faut qu'on termine d'abord la macro en regardant ici l'événement le plus important qui va être les obligations américaines, notamment le taux des obligations américaines à 2 ans et à 10 ans, c'est ce qu'on va regarder, qui nous montre un petit peu l'incertitude du marché par rapport à ce que nous fait Trump. Bon, bah, quand on regarde à 2 ans, on voit qu'on maintient toujours les 4%, on aimerait baisser, et quand on voit ça, on se dit qu'on a quand même une belle tête de distribution. Ça sous-entend que si on casse ce niveau-là ici, ça voudrait dire qu'on irait chercher certainement les alentours des 1,8. La question c'est, ok, cette baisse-là, pourquoi, comment, et comment on la justifie? Est-ce que c'est une baisse parce que l'économie américaine a beaucoup de mal? Est-ce que c'est une baisse parce que, à contrario, tout va bien et donc on peut baisser? Ça change beaucoup de choses, d'accord, au niveau du marché. Si jamais on a une baisse pour les bonnes raisons, on aura un marché qui va réaccélérer très fortement. Par contre, si c'est pour les mauvaises raisons, avec par exemple une inflation qui n'arrive pas à descendre, un taux de chômage qui monte, et justement la Fed est obligée de réagir de ce côté-là, ce sera une très mauvaise nouvelle, et donc ça veut dire qu'on va se manger certainement moins 10, moins 15%. Est-ce que ça va arriver tout de suite? Non, je pense pas. Encore une fois, il va falloir être patient, mais le mois de mars, on n'est qu'au début, d'accord? Et comme on l'a vu, on peut se manger des claques et des claques et des claques, et tout réabsorber en l'espace de 1, 2, 3 jours. C'est le bonheur des cryptos, et un peu moins au niveau de la finance traditionnelle, mais les cryptos, c'est un petit peu ça. Et oui, parce qu'on est obligé de faire le parallélisme entre les deux, parce que les obligations veulent dire aussi qu'il n'y a pas forcément un intérêt à aller sur du risque pour pouvoir faire du rendement, surtout qu'on a un écart très fort entre le rendement offert par ces obligations et l'inflation qui est toujours relativement basse. À côté, on a les 10 ans qui n'ont pas la même tête du tout. Les 10 ans, à contrario, on a quelque chose qui est beaucoup moins baissier, on maintient des niveaux qui sont relativement clés, on n'a pas d'impulsion baissière, on n'a pas une volonté à se dire qu'on va chuter. Ça veut dire quoi l'écart entre les deux? Ça veut dire qu'on se pose des questions clairement sur la stabilité du marché américain par rapport à l'action de Donald Trump, parce que les 2 ans, ça veut dire que c'est sur du court terme, 10 ans, c'est sur du long terme. On pense vraiment que sur le long terme, ça va être positif, mais sur le court terme, ça va être très compliqué, d'où le fait qu'on a une dégradation plus rapide au niveau des 2 ans. Mais ce qu'il y a à noter, c'est qu'on est toujours mieux rémunéré sur les 10 ans que sur les 2 ans, donc ça à garder en tête, c'est positif pour le marché américain. Bon, maintenant on va regarder l'impact que ça va avoir sur BTC, l'impact que ça a eu, et comment on peut se planifier sur la semaine qui arrive, et regarder concrètement, est-ce que oui ou non on va se faire impacter. Mais avant tout ça, n'oubliez pas, en commentant en description, vous avez la possibilité de me rejoindre dans ma communauté privée gratuite. Vous avez de la formation, de l'information, un moyen de communication, une application qui vous alerte si jamais le marché a le moindre problème. Et oui, comme on a fait directement avec Bybit, c'est un moyen d'être alerté très facilement si vous activez les notifications. Et en plus, vous avez les différents lives et masterclass que j'ai pu déjà faire en replay directement dedans. C'est en commentant en description. Et encore une fois, c'est 100% gratuit. Bon, sur BTC, on a clôturé une semaine sur le CME. Maintenant, on va attendre la clôture weekly. Est-ce qu'on n'aurait pas dimanche encore un magnifique tweet qui sortirait de nulle part au niveau de notre ami Donald Trump? C'est la grande question qu'il va falloir se poser, parce que clairement la volatilité, on voit qu'elle est en train de s'écraser. On est toujours dans cette phase de compression ici, donc on risque de ne pas trop bouger sur ce week-end, et je parierais plus un mouvement de marché, soit dimanche soir, soit lundi, avec l'ouverture des marchés américains, parce qu'on sera en train de pricer les nouvelles qui sont quand même assez agressive dans les relations US versus monde au niveau de l'économie, donc peut-être un Nasdaq qui va ouvrir à la baisse, et donc nous on subirait ça, et peut-être même dimanche, un des risques de ce côté-là. Néanmoins, les zones à ne pas casser, toujours dans ces mêmes idées, ça va être ici maintenir la zone que l'on a au niveau de 81 500, tant qu'on maintient cette zone-là, c'est positif, ça veut dire qu'on aura une réaccélération derrière. Par contre, si on casse ici la zone des 78 000, ça veut dire qu'il ne faut pas rester très longtemps en dessous, hein. Toujours le cluster liquidation qui est ici, donc il faut aller chercher la liquidité et réagir, réintégrer assez rapidement les 80 000, de façon à avoir une clôture qui se fasse positive. Et justement, en parlant de clôture, ce qui va être super important de ce côté-là, c'est avoir une belle clôture weekly sur justement le total index qui ferme le dimanche. On voit qu'on a ravalé une très belle partie de la bougie et on a une réaccélération. Idéalement, il faudrait qu'on réavale une partie de la bougie, et j'aimerais bien qu'on clôture au-dessus de 90 000. Ça, ce sera vraiment un signal qui sera
positif, ça veut dire qu'on réintègre une partie du range, c'est pas gagné du tout, mais en l'occurrence, on aura un signal qui sera positif sur BTC. Après, la grosse problématique qu'on va se poser, c'est des altcoins. Et ça, je pense que je vais vous faire une vidéo un petit peu après, sous les coups de 18h, en parlant des altcoins et ce qui se passe. Alors soit je le fais demain matin, soit à 18h, mais il faut comprendre que là, on est toujours sur une dominance qui est élevée, 60%, on n'a pas de signe de retour de liquidité, donc ça veut dire qu'on peut même continuer à monter au niveau de la dominance, hein. Pourquoi pas aller chercher 65%, 70%, au vu de ce qui est en train de se passer. On parle beaucoup de BTC, très peu d'altcoins, les altcoins sont en souffrance déjà depuis relativement longtemps, il n'y a pas de signe d'altcoin season. Quand on regarde l'état de l'indicateur altcoin season, on est repassé dans une bitcoin season, donc ça ressemble vraiment en fait à cette pattern là qu'on a pu connaître en juin 2024, puis après on est retourné en juillet et en août 2024, ça voudrait dire ici des alts qui risquent d'être en sous-performance. Alors vous allez me dire, oui, mais on a déjà pris des claques sur des claques sur des claques. Alors oui, ça dépend des altcoins en question, mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué sur les altcoins, et je pense que ça peut encore l'être, le temps qu'on mette en place tout ce qu'il y a à mettre en place, c'est-à-dire de la réglementation, des actions fortes, et justement, c'est ce que l'on attend ici, c'est pas des sommets, c'est des actions concrètes, une planification avec des dates et avec des actions. Tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura pas une réaccélération. Le marché n'est pas prêt, et justement, on est toujours dans cette phase d'incertitude très compliquée, dans laquelle on se fait matraquer par le cours. Mais personnellement, je reste toujours bullish, je gère juste mon risque, toujours à travers mon exposition, c'est toujours le même principe. Ça sert à rien d'avoir raison, le plus important c'est d'être préparé à avoir tort, et justement, on doit réajuster systématiquement tous ces différents scénarios. J'espère que vous le faites tout autant que moi, et ce sera le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, avant de partir, on like, on commente idéalement si jamais vous avez un petit mot pour moi, et on s'abonne, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.